Si je te disais qu'au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un pays souvent relégué au silence est en train de construire une nouvelle Afrique. Une Afrique indépendante, stratégique et audacieuse. Ce pays, c'est le Burkina Faso. Ce qu'Ibrahim Traoré met en place dépasse largement les discours. Ce sont des projets concrets, visibles, puissants. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 8 projets qui pourront changer le destin non seulement du Burkina Faso, mais de l'Afrique. Tu veux voir comment on passe de la pauvreté imposée à la souveraineté assumée et surtout ce que toi, entrepreneur, investisseur, penseur, peux saisir de ce projet de reconstruction. Alors prends une tasse de café, prends du thé. Je t'invite à regarder cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. C'est parti. Sous l'impulsion de la transition du capitaine Ibrahim Traoré, une usine de transformation de tomates a vu le jour au niveau de la région centre-sud du Burkina Faso. Montant de l'investissement, 8 millions de dollars. Mais ce chiffre est secondaire comparé à ce que cette infrastructure incarne, la fin d'un cycle de soumission économique. Cette usine ne se contente pas de presser tout simplement les tomates, elle presse également l'histoire. Elle transforme un fruit banal en un produit stratégique, c'est-à-dire du concentré de tomates 100% burkinabé. Et tu veux savoir la capacité? C'est plusieurs tonnes par jour, mais l'impact, lui, est bien plus vaste. Chaque tonne de tomates traitées localement, c'est des devises étrangères qui restent dans le pays. C'est-à-dire qu'à chaque caisse transformée, c'est un enfant qui mange, un paysan qui est payé à juste prix et un commerçant qui vend local. C'est aussi plus de 150 emplois directs créés dans l'usine. Opérateurs de machines, laborantins, agents de contrôle qualité et les manutentionnaires. Mais derrière cette usine, ce sont des centaines de petits producteurs qui quittent de l'informel pour désormais intégrer une filière structurée. Cette usine est le cœur d'un écosystème local. Les transporteurs recrutés pour acheminer les récoltes, les entreprises d'emballage burkinabé qui fournissent les contenants, des jeunes formés au métier de l'agroalimentaire dans des centres de formation non loin du site. Et bientôt, des réseaux de distribution nationaux, c'est-à-dire au niveau des écoles, des hôpitaux, des marchés, qui remplaceront bientôt les marques importées. Et ce n'est pas tout. Cette transformation crée des données agricoles exploitables. Désormais, on sait quand planter, quelle variété produit le plus de matière sèche, où irriguer et comment améliorer les rendements. L'agriculture burkinabé passe du stade de survie à celui de l'intelligence productive. Ce projet n'est pas né sous la pression des bailleurs. Aucun logo d'ONG étrangère collé sur les murs. Pas de dette imposée par une réforme de libéralisation. Non, c'est un projet financé par l'État burkinabé et des partenaires souverains alignés, notamment le bloc des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et également l'Afrique du Sud. Il s'inscrit dans une vision claire, produire ce qu'on mange et manger ce qu'on produit. Ce projet incarne un changement de mentalité. On n'attend plus les décisions prises par Paris ou Pékin. On n'exporte plus notre avenir dans des conteneurs. On crée de la richesse sur place avec nos mains, notre intelligence et nos ressources. Cette usine n'est pas seulement une infrastructure, c'est clairement une déclaration d'indépendance. C'est la preuve que le développement local n'est pas un mythe, mais une stratégie possible quand la volonté politique rencontre les besoins du peuple. Mais transformer ne suffit pas. Encore faut-il transporter, connecter et exporter. Et c'est là qu'intervient un autre projet crucial, le corridor de souveraineté. Si tu penses qu'une route, c'est tout simplement du goudron et du béton, alors laisse-moi te dire que tu n'as toujours rien compris à la géopolitique de l'Afrique. Pendant des décennies, le Burkina Faso, comme beaucoup d'États enclavés, était prisonnier de ces routes. Des routes qui partaient toutes vers le nord, vers les anciens colons, vers des ports dominés par les multinationales, vers des corridors logistiques sous contrôle indirect de la France ou de Bruxelles. Mais tout cela est en train de changer. Aujourd'hui, sous la conduite de la transition nationale, le Burkina Faso creuse une brèche dans la carte de l'Afrique de l'Ouest. Son nom, corridor de la souveraineté. Je t'explique. Ce n'est pas un simple axe routier, c'est un levier stratégique de transformation politique et économique. La route relie Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays et pôle industriel émergent, à la frontière ivoirienne, avec pour objectif
d'atteindre rapidement le port maritime de San Pedro et d'Abidjan. C'est la première grande infrastructure logistique à rompre volontairement avec les anciennes routes du Nord, historiquement tournées vers le Mali ou le Niger, ou encore même Paris, quoi. Mais ce n'est pas tout. En investissant dans cette route sud, le Burkina Faso fait un pari clair: développer un axe sud-Sahel avec des partenaires ouest-africains plus stratégiques et économiquement alignés. Éviter les dépendances logistiques traditionnelle, qui devient une source de pression politique et de blocage douanier. L'objectif est d'ouvrir le pays à l'Atlantique ou même au marché mondial, sans pour autant passer par les anciens circuits néocoloniaux. C'est tout simplement une réorientation du commerce extérieur, une nouvelle artère pour l'économie et une déclaration de souveraineté. Nous choisissons nos routes et nous les construisons. Alors, quelles sont les conséquences concrètes de ce projet? Premièrement, c'est la réduction des coûts logistiques pour les transporteurs, les commerçants, les agriculteurs, la livraison rapide des produits agroalimentaires comme la pâte de tomate issue de l'usine citée antérieurement, suppression des intermédiaires coûteux qui accaparaient la marge et contrôlaient également les délais. Et pour terminer, la stimulation du commerce régional, les échanges facilités entre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. Un pays enclavé devient un pays connecté. Alors ici, il ne s'agit pas tout simplement d'exporter, il s'agit de développer plus profondément. Contrairement aux anciens projets vitrines dictés par les bailleurs, ce projet ou cette route n'a pas été construit pour faire plaisir à la Banque mondiale. Elle a été conçue pour servir les intérêts burkinabés. On ne reconstruit pas un pays avec des slogans, on reconstruit un pays avec des routes. Et celle-ci doit nous mener vers notre avenir et non vers notre passé. Cette route, c'est le socle de tous les autres projets de développement. Comment transporter la pâte de tomate produite localement vers les marchés côtiers? Comment acheminer les pièces détachées pour les machines agricoles ou même pour les panneaux solaires? Comment relier une usine à son port d'exportation, un village à son marché, un hôpital à son centre de distribution ou même des pharmacies? Et cela, comment ça peut se faire? Ça peut se faire avec une route, une bonne route, et cette route, c'est la nôtre. Mais transporter, c'est bien. Encore faut-il avoir de l'énergie pour alimenter les usines, les écoles, les hôpitaux tout au long de cette route. Et c'est là que le soleil du Burkina Faso entre en scène. Prochaine étape, c'est le programme solaire Yelen. Comment bâtir un pays dès que la nuit tombe, tout s'arrête? Comment parler d'industrialisation, d'éducation, de santé quand des millions de foyers vivent encore dans l'obscurité? Pendant des décennies, l'énergie était une prison invisible au Burkina Faso. Trop cher, trop centralisé, trop dépendant du pétrole, trop fragile face aux coupures et surtout trop inégal. Pendant que les capitales restaient sous tension, les villages attendaient de la lumière en vain. Mais maintenant, grâce au programme Yelen, qui signifie littéralement lumière, le Burkina Faso a décidé d'illuminer son avenir par ses propres moyens. Ce n'est pas une promesse creuse, c'est un projet concret. 150 villages électrifiés, plus de 300 000 personnes connectées à l'électricité pour la première fois de leur vie, des mini-centrales solaires, des kits individuels pour les foyers, des unités autonomes pour les cliniques, les écoles, les PME dans les zones rurales. Et tout cela sans dépendre d'un baril de pétrole. Dans une clinique éloignée, Yelen permet désormais de conserver les vaccins, d'effectuer des accouchements nocturnes sécurisés et permet de conserver branchés les appareils de réanimation de base. Dans une école rurale ou de brousse, la lumière ne s'éteint plus quand le soleil se couche. Les élèves peuvent normalement réviser leurs cours, les enseignants préparer les cours du lendemain, les ordinateurs n'ont plus forcément besoin de groupes électrogènes pour fonctionner. De l'autre côté, tu verras des petits ateliers, des artisans qui travaillent beaucoup plus longtemps, qui stockent leurs produits dans des frigos, qui développent des nouveaux services grâce à l'éclairage et aux outils électriques. Ce n'est pas une simple lampe, c'est une nouvelle vie. Avant le programme Yelen, le pays brûlait des fortunes en importation de carburant. Et quand les prix à l'international flambaient, c'est tout le système qui sautait. Coupures, pénuries et le budget de l'État était en sang. Les panneaux solaires de Yelen sont installés et maintenus par les techniciens burkinabés. Le pays économise des milliards en devises et crée des emplois verts locaux. Et là, les amis, c'est carrément un changement de paradigme.
Alors, il faut savoir que Yélène est également une opportunité industrielle. Des centres de formation forment des jeunes à l'installation, à la maintenance et à la fabrication du matériel solaire. Des PME locales émergent pour gérer des réseaux, fabriquer des pièces et distribuer les kits. Des startups s'implantent pour développer des applications de gestion énergétique, de microfinancement solaire ou de facturation mobile. Ce n'est plus simplement une aide humanitaire, c'est une filière économique, un secteur stratégique, une arme d'indépendance. Le Burkina Faso passe au-delà des obstacles, littéralement. Le pays saute une étape qui est celle des centrales thermiques polluantes et des réseaux fragiles pour rentrer directement dans l'ère de l'énergie décentralisée. La lumière ne vient plus de l'étranger, elle naît ici, tous les jours avec le lever du soleil. Et c'est cette lumière qui alimente désormais les écoles, les hôpitaux, les cliniques, les usines. Une nation qui s'éclaire seule, c'est une nation qui peut désormais se soigner elle-même. Mais une nation ne peut se développer sans soigner ses citoyens. Prochaine étape, l'hôpital universitaire de Bobo Dioulasso, un temple de souveraineté médicale. Pendant longtemps, dans la plupart des pays africains, se soigner était un privilège réservé à ceux qui ont la capacité de fuir à l'étranger. Quant aux autres, qu'est-ce qui se passait? Ils lisaient l'heure. Il faut savoir qu'un hôpital, ce n'est pas tout simplement un bâtiment. C'est un indicateur de dignité nationale. C'est dans cette vision que s'inscrit l'hôpital universitaire régional de Bobo Dioulasso. Un projet colossal, symbolique et stratégique. Un projet qui dit ceci: nous n'allons plus transférer nos malades, nous allons transférer notre savoir-faire. Alors, il faut savoir que ce n'est pas tout simplement un simple centre de soins. C'est un centre de soins et un centre de formation également. On y retrouve des blocs opératoires modernes, des unités spécialisées comme la pédiatrie, la maternité, les soins intensifs et les urgences. Une école pour les infirmiers, les médecins et les techniciens de santé. Un système numérisé relié aux cliniques rurales environnantes. Et ça, alimenté à 100% par l'énergie solaire de Yélène. Je vous ai parlé de cela il y a quelques minutes. C'est un écosystème de santé intégré, pensé pour durer et pour former. Pendant des années, les malades du sud-ouest du Burkina Faso étaient obligés donc de faire 400 km jusqu'à la capitale Ouagadougou. Et les cas graves, par exemple, ils étaient évacués en Tunis, Casablanca ou encore Paris. Aujourd'hui, le sud-ouest devient autonome. Et voici ce que ce centre permettra de faire. Soigner les patients sur place, former une nouvelle génération de médecins burkinabés, réduire les coûts liés aux évacuations sanitaires, créer des emplois médicaux et paramédicaux à l'échelle locale et de numériser les dossiers pour une meilleure efficacité. Et les chiffres ne mentent pas. Un médecin formé localement, c'est des centaines de consultations et de prises en charge réussies. Et aussi, chaque vie sauvée sur place, c'est une famille entière conservée. Mais ce projet a un autre impact qui est sous-estimé. C'est que ce projet incarne une confiance qui est renouvelée. C'est la confiance d'un peuple en ses institutions. La fierté de voir un médecin qui vous parle votre langue et qui connaît vos réalités et qui vous soigne sans condescendance. Alors, il faut comprendre que ce projet est 100% burkinabé dans sa logique. Ça a été construit dans la priorité de la zone en question. Construit par des partenaires sud-sud, intégrés à la dynamique de développement de la région de Bobo, connecté à l'énergie solaire de Yélène et aux routes du corridor de la souveraineté. Ce n'est pas un simple bâtiment, c'est un symbole vivant que la santé doit être une priorité et un droit national, pas un privilège importé. Un pays qui soigne ses enfants, c'est un pays qui pense à demain. Un pays qui forme ses propres médecins, c'est un pays qui refuse de rester dépendant. Mais pour que l'hôpital fonctionne, pour que la vie coule à nouveau, il faut de l'eau propre, constamment et de manière souveraine. Prochaine étape, le barrage de Ziga 2, quand l'eau devient un instrument de liberté. On parle souvent de routes, d'usines, d'énergie, mais sans eau, tout cela ne tient pas debout. Tu ne peux pas opérer dans un hôpital sans eau. Tu ne peux pas faire pousser une tomate, construire une école ou vivre dignement sans ce liquide vital. Et pourtant,
Pendant des décennies, des centaines de milliers de Burkinabés ont dû faire sans. Le robinet à sec, des files d'attente avec des bidons jaunes sur la tête, eau vendue en litres à prix d'or par les privés. Dans une capitale comme Ouagadougou, c'était devenu une crise silencieuse et une crise qu'on a finalement considérée comme normale. Mais le pouvoir de transition a dit stop, niet. Situé à proximité de Ouaga, le barrage de Ziga 2 est bien plus qu'un projet hydraulique. C'est une reprise de contrôle. Alors, quel est l'objectif? La première chose est de sécuriser une source stable, propre et publique pour des centaines de milliers de Burkinabés. C'est son objectif principal. En outre, construit pour répondre à la pression démographique et au changement climatique. Alors Ziga 2, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Il va stocker l'eau pour des périodes de sécheresse, alimenter les ménages, les entreprises, les hôpitaux, les écoles, irriguer les zones agricoles, protéger les nappes phréatiques. Et tout cela avec une vision nationale. Ne plus dépendre des intérêts privés ou étrangers pour un droit aussi fondamental. Avant, une femme était obligée de marcher 3 km pour pouvoir puiser de l'eau. Un hôpital était obligé de rationner sa consommation d'eau à cause du manque de réserve. Un entrepreneur voyait son business bloqué en période sèche parce qu'il n'y a pas d'eau pour arroser. Mais aujourd'hui, on branche et ça coule. Et les résultats sont vraiment palpables. Il y a la réduction des maladies liées à l'eau insalubre, bien l'eau polluée ou impure. Amélioration de l'hygiène dans les écoles et dans les centres de santé. Une diminution du prix de l'eau dans les zones urbaines. Augmentation de la productivité dans l'industrie et l'agriculture. Pendant longtemps, plusieurs villes africaines ont été des villes de survie au lieu d'être des espaces de vie. On y retrouve des bidonvilles, des embouteillages, des logements insalubres et des générations oubliées par les politiques d'emménagement. Figure-toi qu'au Burkina Faso, c'était la même rengaine. Des familles entassées par 10 dans une pièce. Des quartiers sans route, sans lumière et sans égout. Des jeunes forcés d'immigrer faute d'espace ou d'opportunités. Mais cette époque touche à sa fin. Faso Mayo, c'est le projet immobilier le plus audacieux de l'histoire du Burkina Faso. Un projet qui dit une chose simple, le peuple mérite mieux. À première vue, Faso Mayo ressemble à un projet immobilier classique. 50 000 unités résidentielles construites à l'échelle nationale. Mais en réalité, c'est une révolution silencieuse. Je t'explique. Les logements sont pensés pour les infirmiers, les enseignants ou encore les jeunes actifs. Ils sont écologiques, adaptés au climat burkinabé, construits avec des matériaux burkinabés. Donc les briques, le sable utilisé, le système de ventilation qui est totalement naturel. Tout y est bien pensé pour s'adapter à la population burkinabé. Faso Mayo ne construit pas tout simplement des habitations, mais une ville vivable. Contrairement à d'autres villes africaines où les projets immobiliers finissent par tomber entre les mains du ministre ou de certaines familles, des rentiers immobiliers, Faso Mayo vise beaucoup plus les exclus. Par exemple, des jeunes couples en début de carrière, des travailleurs informels qui veulent une adresse stable, des femmes, chefs de famille par exemple, les fonctionnaires de base qui ont servi le pays sans reconnaissance. Les critères d'attribution sont publics, géographiques et aussi équitables. Et les logements sont adossés à des crédits abordables via la banque publique Bokindam. Il faut comprendre que le projet a été fait pour enrichir le pays et non l'extérieur. Pour cela, tout est produit localement. Les briques, la menuiserie, les fenêtres, les câbles et aussi la main-d'œuvre. Des milliers d'emplois sont créés dans la construction, l'ingénierie, la formation professionnelle également. Et ça ne s'arrête pas là. Les jeunes sont formés sur les chantiers comme maçons, électriciens, plombiers ou encore des urbanistes. Les PME burkinabés sont priorisés dans les appels d'offres. Chaque quartier devient un pôle économique local avec des marchés, des coopératives et des microservices. Ce ne sont pas juste des logements, c'est une fabrique de richesse. Construire des logements, oui, mais construire une vision, c'est encore mieux. Faso Mayo, c'est la preuve qu'on peut construire nos villes nous-mêmes, pour nous-mêmes. Pas besoin d'avoir un master à Paris pour savoir que les peuples veulent vivre avec dignité. Quand un pays maîtrise son énergie, son eau, ses usines, ses villes,
alors là, il n'est plus pauvre. Il est en train de se relever. Et si l'Afrique veut éviter de reconstruire des ghettos, elle doit suivre l'exemple du Burkina Faso. Penser la ville comme un outil de justice sociale. Construire des logements, c'est bien. Encore faut-il que les habitants puissent accéder à leur argent, investir, entreprendre, et cela sans dépendre forcément des banques étrangères. La prochaine étape, c'est Burkindam, la première banque publique pensée pour oublier le système. Si les chaînes hier étaient en fer, aujourd'hui les chaînes sont invisibles. Elles s'appellent le cloud étranger, dépendance aux logiciels occidentaux, espionnage numérique et des fuites de données personnelles, comme le scandale que nous avons vu avec Facebook dans le cas de Cambridge Analytica. Le pouvoir ne se joue plus uniquement dans les palais, il se joue dans les câbles, les serveurs et les bases de données. Et pour la première fois, le Burkina Faso veut contrôler ce pouvoir. PAC Digital ou bien PAC Digital n'est pas tout simplement une modernisation, c'est une reconquête, un acte de souveraineté à part entière. 2 data centers nationaux sont en construction actuellement. Leur mission, c'est d'héberger les informations vitales du pays, notamment des données de santé, des documents administratifs, des fichiers fiscaux, l'identité nationale, la scolarité, les permis, les entreprises. Fini les serveurs localisés et situés à Johannesburg, Paris ou encore à Washington. Le savoir burkinabé désormais sera stocké, protégé, maîtrisé au Burkina Faso. Les États qui dépendent de Google pour ces documents, de Microsoft pour ses logiciels et de la France pour ses services cloud n'est pas un État souverain. PAC Digital ou PAC Digital inverse la logique. L'État reprend le contrôle de ses outils. Les citoyens ont accès à leurs droits sans corruption ou longue file d'attente. Les démarches administratives deviennent numériques, simples et traçable. Tu veux créer une entreprise? Eh bien, tu peux le faire depuis ton téléphone. Tu veux t'inscrire à l'université? Eh bien, tu n'as plus besoin d'un oncle ou une tante bien placé. Tu veux renouveler ton identité? Alors, tout est digital et tout est sécurisé. PAC Digital ne se limite pas aux grandes villes. Le projet prévoit l'extension dans plus de 500 zones rurales. C'est ce que moi j'appelle une révolution silencieuse. Parce que chaque zone d'un village qui peut avoir accès à Internet devient un point d'accès également à l'éducation, à l'entrepreneuriat et également au e-commerce. Là où on avait juste le vent et le silence, on aura désormais le savoir, les marchés et la voix du peuple. Alors, avoir un réseau ou bien du réseau ne suffit pas. Encore faut-il savoir quoi en faire. C'est pourquoi PAC Digital forme des femmes à la gestion de leur activité grâce à leur mobile. Les jeunes à la programmation, au design, à l'IA également, bien l'intelligence artificielle. Les commerçants à la vente en ligne et également à les paiements digitaux, comme vous les connaissez aujourd'hui avec les mobile money. On ne leur donne pas tout simplement le Wi-Fi, mais on leur donne des compétences pour vivre dans l'économie numérique actuelle. Dans le monde post-Covid, celui qui contrôle le numérique contrôle également l'économie. PAC Digital est plus qu'un projet technologique. C'est une ligne de front, une guerre douce mais totale, où les armes sont des algorithmes, où les armées sont des codeurs et où l'enjeu n'est que la souveraineté. Le Burkina l'a compris. À qui le tour maintenant? Avec les données maîtrisées, l'argent contrôlé, l'énergie captée et toutes les routes qui ont été créées, la prochaine étape logique est celle de l'identité territoriale et culturelle. Une nation sans souveraineté monétaire est une nation vulnérable. Pendant une décennie, les Africains ont été totalement exclus du système bancaire, comme si épargner, investir ou emprunter n'est pas fait pour eux. Les banques traditionnelles n'ont jamais compris le peuple. Elles exigent des garanties que personne ne peut fournir. Comment tu peux aller dans une banque, faire un prêt, demander un prêt? On te demande la garantie à hauteur du montant que tu veux emprunter. Ne serait-ce pas déjà une façon de condamner le pauvre à la pauvreté? Dans ce cas de figure, les banques ne prêtent que ceux qui ont déjà et ignorent ceux qui veulent construire. Alors, au Burkina Faso déjà, cette injustice est en train d'être corrigée. Voici Burkindam, la banque publique pensée non pas pour le profit, mais pour l'émancipation économique des personnes oubliées.
Bourguiba n'a pas été pensée pour rivaliser avec les banques françaises, libanaises ou encore nigérianes. Elle a été créée pour remettre de l'argent aux vrais bâtisseurs de l'économie, les agriculteurs de Koudougou, les petits commerçants de Fada, les mères de famille de Waïgouya, des jeunes diplômés sans capital à Bobo Dioulasso. Bourguiba, c'est la banque des gens sans costume cravate, mais avec des projets plein la tête. Alors, qu'offre Bourguiba que les autres ne font pas? Des comptes bancaires simples, sans conditions absurdes. Des prêts agricoles souples, même pour les saisonniers. Des microcrédits pour les femmes du secteur informel. Une application mobile en langue locale pour suivre ses finances. Et surtout, des conseils formés, non pas imposés, mais à accompagner. C'est la première fois qu'une banque en Afrique de l'Ouest parle moré au guichet. C'est la première fois qu'on t'explique à investir sans te juger. Avec Bourguiba, les fonds restent dans le pays. Fini l'époque où les transferts massifs devraient sortir du pays pour aller vers les banques mères de Paris, Johannesburg ou même encore de Casablanca. Terminé. Chaque crédit accordé à un Burkinabé crée de l'activité, de l'emploi, de la consommation locale. Chaque épargne déposée renforce la souveraineté économique du pays. C'est une logique circulaire. L'État investit, Bourguiba finance les citoyens créent de la valeur et la richesse reste sur place. Bourguiba ne finance pas tout simplement ou bien distribue de l'argent. Elle éduque financièrement la population. Et c'est extrêmement important de le savoir. Parce qu'en Afrique, les jeunes ou même la population africaine manquent foncièrement d'éducation financière. Pour cela, je t'invite à lire un livre qui est, je peux dire, le best-seller de l'intelligence de l'éducation financière en Afrique, qui est La chef de ma mère de Ricardo Kanyama. Ça t'explique exactement les réalités du continent et comment tu dois t'éduquer, toi, jeune, toi, africain, vivant sur ce continent par exemple, comment tu dois t'éduquer financièrement. C'est très important. À vrai dire, l'Afrique n'a pas besoin des banques déguisées, des banques d'autres empires. Elle a besoin des structures ancrées dans le réel et les réalités du pays, avec une vision, un langage et une mission claire. Tu as une banque de l'énergie, du logement, de la route et de l'eau. Ce que tu viens de voir n'est pas tout simplement une série de projets. C'est la preuve palpable qu'un pays africain peut reprendre la main sur son destin, sans quémander, sans copier et sans se soumettre. Parmi tous les projets présentés, quel est le projet qui t'inspire le plus à entreprendre ou à investir? Dis-le moi dans la barre des commentaires, ça me fera un plaisir de le lire. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la. C'est ainsi que l'on bâtit et on construit une armée d'entrepreneurs conscients. On se retrouve à la prochaine vidéo. D'ici là, réveille ton esprit, continue à te former et positionne-toi. N'oublie pas de me lâcher un like et de t'abonner.